les jours passent et ne se ressemblent pas, eh bien nous, le dénominateur commun à cette émission reste la bonne humeur, la joie de vivre et nous avons un public formidable, toujours séparé. Un public qui se réveille au fur et à mesure. Ils avaient perdu quelques habitudes. Jessica, tu vas bien? Je vais très bien. Et ça se voit sur ta mine. Nadia Miga, je pense qu'il en avait même pour toi. Et je vois donc notre logiciel qui fait son entrée. C'est qui m'énerve chez lui. Il se comporte en vrai, il n'est pas vieux. Hein? Mais c'est un agneau. Voilà. Hein? Philo, fais doucement. Fais doucement, Philo. Passe ici. Oui. Philo. C'est son biberon qui est là, oui. Philo. Merci Philo, pardon, public fais de bien doucement. vous rasseoir. Ah, Alors, Philo. Oui, Caro. Je vois que tu as un agneau avec toi. C'est pas un agneau. Si. C'est un bélier. Est-ce qu'il bêle pas? Il bêle. C'est un bélier. Aïe. Il y en a qui me voient dans la rue. Ah, Philo. Non, mouton, c'est petit, c'est... Non, non, non. Le sacrifice, il est spirituel. C'est pas gros mouton qui fait, c'est les os qui comptent. Je suis entièrement d'accord avec toi. Parce que quand on n'a pas vu os dans ta poubelle, on dit que tu n'as pas tué mouton. C'est son biberon qui est là. Voilà, donc, je vais lui donner à téter. Malgré ses 27 ans, il tête. Vous dites, où là, le vieux de 45 ans, vous ne têtez pas à la maison. Ah, vous tétez. Vous tétez. Voilà. Alors, Philo, c'est l'heure du déjeuner, donc tu donnes le biberon à ton bélier. À son bélier. C'est son bélier. Non, voilà, c'est mon bélier. Il s'appelle Brahma Mandela. Mais, attends, qu'est-ce que tu comptes faire au juste? Non, c'est demain. Demain, c'est la fête de Tabaski. Demain, c'est l'apothéose. Brahma Mandela, il va voir. Parce qu'au fait, lui, il a fait... Mandela. Il a fait 27 ans Pourquoi Mandela? Il a fait 27 ans dans le coma, comme la manière Mandela a fait Prends-nous au sérieux, là. Prends-nous au sérieux. Si elle était gros avant, c'est comment là qui a fait, elle est devenue comme ça. Philo, il faut nous prendre au sérieux. Alors, nous allons partir pour le thème du jour. Aujourd'hui, nous parlons du coma, qui est donc une perte de connaissance. Je rappelle le thème, je suis tombée 2 fois dans le coma et j'en porte encore les séquelles. On va retrouver donc le père de Brahma Mandela, Dr Philo, pour décortiquer ce thème. Le papa de Brahma Mandela. Oui, c'est lui-même en personne. Merci pour les compliments. Mais Caro, il t'appelle là-bas. c'est des compliments. Non, non, arrête de bêler. Gay. C'est demain l'apothéose. Voilà, il faut déjà partir de la définition même liturgique même du mot coma. Voilà, le coma même déjà c'est un état nerveux, pendant lequel l'on sommeille durant une certaine esthéticité longivinale. C'est pour ça que ça s'explique. Ça veut dire quoi? En des thèmes plus simples pour les profanes que nous sommes. Oui, à des thèmes encore plus simples, comment vous allez faire jamais rabattre trop. Au fait, le coma, c'est la jonction, au fait, c'est la gueutelance entre la mort et la vie. Ça veut dire que quelqu'un est dans le coma, vous remarquez, mais quand il s'est réveillé... Brahma, tu peux te taire, s'il te plaît. Non, il ne comprend pas ça. Il dague. Il va plus parler. Et donc, le coma... Vous remarquez les gens, quand ils se réveillent du coma, franchement, je vais vous donner un conseil. Ne souhaitez même pas le coma même à votre propre ennemi. Non, 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 non. Quelqu'un qui dort pendant des années. Il dort, et il dort, et il dort. Et ça fait que les gens, généralement, qui ont vécu ce genre de cas 2 fois, 3 fois dans le coma comme ça, généralement, c'est ils aiment boire café noir toujours, parce qu'il a peur de dormir. Parce qu'il se dit que si je dors, je ne vais plus me réveiller. Donc il traîne toujours dans le cœur à café, toujours celui quand il arrive, serré, Sanaka Moussé. Serré, Sanaka Moussé. C'est quelqu'un qui a de l'expérience en matière de coma. Vous voyez un peu. Voilà. Et puis... Jessica, qu'est-ce qui se passe? Où est le respect? Le respect, Philo, où est le respect? Mais c'est les gens généralement qui ont vécu dans le coma 2 fois, 3 fois, qui n'ont aucun respect. Parce qu'au quartier, quand il arrive, on dit mort vivant là arrive. Mort vivant là arrive. Aucun respect, les gens ont peur de la personne. Et puis vous voyez, généralement, quand les gens ils sont dans le coma, quand ils se réveillent, brusquement. Tu as déjà vu quelqu'un s'est réveillé du coma? Parce que la mort l'appelle. Quand la mort fait ça, viens, il fait ça. C'est arrivé là-bas. Donc c'est dans ça, il reste. Et il se réveille. Je m'incline. Il ne faut pas souhaiter le coma à quelqu'un. Il ne faut jamais souhaiter le coma, je le répète, à quelqu'un, même à votre propre ennemi. Mais il y a des personnes qui souhaitent le coma, mais qui n'arrivent pas à avoir le coma. Mais quelqu'un qui a 17 enfants, il a 38 femmes, comment il a plus de femmes que d'enfants. Voilà, que d'enfants. C'est vraiment Et raisonnable. les enfants sont des mères. C'est logique. Voyez-vous? Les 17 enfants sont des mères
Différente. Non, ressemblance. Je me demandais s'il allait sortir encore. Voilà, vous voyez un peu. Et ce genre de personnes, généralement, et quand c'est comme ça, et il est obligé, mais à cause des problèmes, il doit faire grâce matinée, se réveille à 16h. C'est-à-dire, mais il veut rester dans le... Il a problème. Et donc, de façon de l'utiliser sur concomitance, il serait encore même plus sympa d'arborer le coma dans toute son authenticité et sa plénitude. Je vous remercie. Compliment de Samedi. Merci beaucoup, docteur Philo. Je ne sais pas si Brahma Mandela va rester avec nous ou si tu vas le mettre de côté pour qu'on puisse faire l'émission normalement. Non, il doit tout à l'heure le chercher pour ses soins. D'accord. Alors, chers téléspectateurs, comme vous le savez, tout le monde a droit à la parole dans cette émission. C'est pourquoi, dans la rue, nous avons posé la question suivante. Peut-on sortir d'un coma sans séquelles? Voici les réponses. C'est pas forcément que vous sortez du coma et puis vous soyez normal, parce que quand vous sortez du coma, c'est comme si tu viens de sortir de la mort. Donc ton cerveau renaît, c'est comme si c'est un enfant. Donc on doit au fur et à mesure rester avant de... C'est donc coma sans séquelles. Mais comme je ne suis pas médecin, sinon moi j'en ai vu. Oui. Après une chute, il est rentré dans un coma. Après un jour, 2 jours, il s'est réveillé. Et jusque-là, il vit. Il n'a pas été handicapé. Donc il peut sortir sans séquelles. Apparemment, comme ça, nous on dit sans séquelles. Peut-être que c'est le médecin qui veut déterminer, mais si le médecin n'a rien déterminé, c'est qu'on peut sortir sans séquelles. Moi, je n'ai jamais fait de coma. Donc je ne peux pas savoir si on peut sortir d'un coma avec ou sans séquelles. Ça dépend de la durée du coma. Si la durée est longue, la personne peut avoir aussi des séquelles. Si ce n'est pas long, bon, quand c'est un coma de 2 jours, je pense bien que si le Dieu avec lui peut rester pareil. Voilà, vous suivez C'est Midi. Et nous parlons bien évidemment de coma. Celle qui va venir a fait 2 fois le coma, sinon elle est tombée 2 fois dans le coma. Elle est âgée de 44 ans, elle est assistante sociale. Son nom, Nyanja Chantal Bayou, que je vous demande d'applaudir très fort. Nyanja Chantal Bayou qui nous rejoint donc sur le plateau de C'est Midi. Bonjour et merci d'être là, tout simplement. Bonjour madame. Ça va? Vous êtes content d'être là? Oui. Et le stress, le trac, ça va? On va réussir, hein? On va faire une belle émission, vous verrez. Alors, je voudrais savoir, avant d'entrer dans le vif du sujet, vous êtes assistante sociale. Quand on dit assistante sociale, c'est vrai qu'on a quand même une idée assez large. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement et quelles sont les tâches assignées à ce métier? C'est les tâches de quelqu'un qui aide les gens qui ont des problèmes. Des gens qui ont les problèmes, de quel ordre? Toutes sortes de problèmes. Les problèmes de famille, les problèmes au niveau de son travail, les problèmes avec ses enfants, les problèmes avec son entourage, tout. Et vous exerciez ce métier quand le malheureux événement est survenu. Je veux dire, est-ce que ce n'est pas un peu lié à votre fonction? Vous êtes tellement habitué aux problèmes des gens que là, vous êtes victime d'un gros problème, le coma. C'est vrai que je suis assistante sociale depuis 1998, mais je ne pense pas. Je pense pas. C'était pas trop de stress, c'était pas trop de travail? Non. Au contraire, quand je me suis réveillée de ce coma, j'ai dit, mais je fais quoi ici? Je suis couchée. C'est pas moi, ça. Mais justement, parlons donc de ce coma. Quand est-ce que c'est arrivé? Et comment? Bon, c'était à la suite d'un palu. J'avais un palu que je traitais, je suis allée voir un infirmier. J'étais en congé en fait à Diaké en juillet 2014. Et pendant ce congé, j'ai attrapé un palu. Je suis allée à l'infirmerie, on m'a prescrit des médicaments de palu. Et puis j'ai commencé à prendre, mais au fur et à mesure que je prenais, il n'y avait pas d'amélioration. Et puis j'ai dit à mon petit frère, ah, tu ne connais pas un médecin à l'hôpital général parce que je veux savoir ce que j'ai. On fait une goutte épaisse, le médecin me dit, ah madame, vous avez un palu, mais vous êtes tellement fatiguée qu'on va vous faire... La goutte épaisse, c'est l'analyse qui permet de déterminer si vous êtes atteint de palu ou non. Voilà. On va vous faire on va vous mettre un sérum, on va vous garder 3 jours. Pendant ces 3 jours, vous serez sous sérum. Je dis, ah docteur, excusez-moi,
J'avais un bébé de 9 mois. Je dis, docteur, excusez-moi, si je peux rentrer le soir à la maison et puis revenir le lendemain pendant les 3 jours. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de problème, on va commencer. Il a donné une ordonnance à mon petit frère, il a lâché le médicament. On m'a donné une chambre, il dit, il faut te coucher. Je suis couchée. On me dit, tends le bras. Je tends le bras. On était le 7 juillet. Je me réveille le 24 juillet. C'était un jeudi. J'étais au sud de Yopougon. Je ne savais même pas où j'étais. Je me réveille, je vois des gens autour de moi qui sont affairés. Dès que j'ai ouvert les yeux, j'ai fait un geste comme je veux boire de l'eau. Puis je vois une dame qui court. Parce que vous aviez perdu l'usage de la parole. Je vois une dame qui court, qui va appeler le médecin. Docteur, on dirait qu'elle est réveillée. Puis le médecin vient et dit, mais madame, vos prières ont porté. Votre fille est en train de revenir. Je dis, ah, c'est ma mère. Ah, donc vous ne saviez même pas que c'était votre maman. Une perte de mémoire. Voilà. Je dis, donc c'est ma maman. Mais ma maman, elle fait quoi ici? Parce que apparemment, je suis à Diaké. Bon, maman, tu fais quoi ici? À cause de mon petit palu là, tu es venu, tu dis quoi? C'est pas un petit palu. On t'a trimballé depuis à Diaké. Venir avec toi à Bassab. Tu es déposé dans un hôpital, dans une clinique à Makori. Tu n'es pas... Je dis, je ne sais pas. On est là depuis combien de jours? Aujourd'hui, il dit, maman, aujourd'hui c'est quand? Aujourd'hui c'est le 24. Ah, et cela c'est qui? Elle a commencé à faire les présentations. Et c'était qui autour de vous? Votre famille? Il y avait ma famille, mes frères, ma nièce, mes tantes. Et puis, c'est bizarre, mais pendant que j'étais dans le coma, c'est une voix d'enfant qui m'a réveillée en fait. Donc j'étais là, puis je dis, j'ai un enfant. Certainement la voix de votre enfant de 9 mois à l'époque. Il dit, j'ai un enfant. Ça dit, c'est une voix comme, lève-toi, tu vas aller t'occuper de ton enfant. Wow. Mystère, hein? Et puis je dis, mais j'ai un enfant. Elle me dit, oui, tu en as 3. Ah, donc vous avez même oublié que vous aviez des enfants? Elle me dit, oui, tu en as 3. Le plus grand a 16 ans. Bon, à l'époque, il avait 16 ans. Je dis donc, mais où ils sont? Elle me dit, ah, les enfants sont à la maison. Ce qui est sûr, quand tu vas sortir d'ici, tu les verras. Je dis, mais je veux voir au moins la dernière. Oui, Jessica. Enfin, je voudrais juste savoir, de quoi vous vous souveniez exactement? Je me souvenais que j'étais allée dans un hôpital. Et puis, on m'a dit, tends le bras, on va te mettre un sérum. C'est tout. C'est tout. Mais moi, je suis bien curieuse de savoir. C'est-à-dire que lorsque vous étiez dans le coma, parce que c'est une sorte de mort, vous êtes coupé de toutes les réalités auxquelles vous êtes habitué. Alors, qu'est-ce que vous avez vu pendant votre sommeil? Rien. Je n'ai rien vu. Vous n'avez pas vu des anges? C'était comme 1 minute. C'est-à-dire, de mon... Tends le bras, on va te mettre le sérum. Pardonnez, si vous avez vu des choses, dites-nous, comme ça on aura une idée. Franchement. Non, c'est vrai, c'est peut-être différent, c'est différent de la mort parce que vous n'étiez pas morte. Je n'ai rien vu. Vous n'avez rien vu. Mais tout ce que je sais, on m'a expliqué. On t'a trimballé ici, on t'a fait coucher ici, tu tombes là. Là, vous étiez inerte, hein? Les yeux fermés. Les yeux fermés. Et puis, ma maman m'a même dit qu'une fois, j'ai failli me lever, me réveiller. Elle m'a dit que c'était le 19 juillet. J'ai failli me réveiller. J'ai bougé beaucoup toute la journée. Et puis le soir, je suis... Donc, elle a accusé l'infirmier qui m'avait fait une injection. Elle a failli l'accuser d'avoir fait quelque chose pour que je parte. Alors, je sais qu'on ne sort pas d'un coma comme si l'on sortait d'un gala. Donc, après ce temps, on vous a certainement mis sous un traitement. Après cela, quand vous avez commencé à vous relever, comment est-ce que vous étiez? Certainement différente d'avant. Oui. En tout cas, j'avais du mal à m'adapter parce que j'étais obligée de revoir des choses que je n'avais plus. Je me demandais, mais ça, là, j'ai déjà vu ça quelque part. Mais ça, pourquoi c'est comme ça? Et puis quand je vais dans mon placard, j'enlève les habits, je donne à la servante. Vous ne saviez même pas que ça vous appartenait? Je dis, ça, c'est pas pour moi. Ça, c'est pas pour moi. Et puis personne ne me disait quoi que ce soit. Quand je dépose quelque part, je dis, c'est pas pour moi. Quelques jours après, je dis, mais on dirait que j'avais tel truc. Donc la mémoire vous revenait au fur et à mesure. On dit, mais voilà ça. Mais qui a pris? Non, tu nous as donné. Comme nous, on sait que tu as un problème, non, on te regarde.
Je sens que ce n'était pas du tout facile. Pas perdre facile. la mémoire, perdre tous les souvenirs, c'est pas du tout évident. Nadiani, on reviendra à toi. Je veux juste savoir, la deuxième fois que vous êtes tombé dans le coma, c'est survenu combien de temps après la première? Bon, je suis sortie de l'hôpital le 1er août. Je suis allée à la maison. Et il y avait un traitement qu'on m'avait donné, on m'avait prescrit. Je dis non, ça, je ne peux pas le prendre. Vraiment, je n'ai pas accepté ce traitement-là. Pourquoi? Bon, je disais que c'était les médicaments des fous. Les comprimés étaient gros. Non, non, c'était de l'eau. C'était les solutions buvables. Parce qu'en tant qu'assistante sociale, vous avez quand même de petites notions en médecine. On prend pour soigner les fous là-bas. Moi, je ne sais pas ça. Donc, quand maman me sert pour dire, tiens, au petit déjeuner, tiens, il faut boire, je dépose quelque part. Dès qu'elle bouge, je verse. Est-ce que ce n'est pas la raison pour laquelle vous êtes tombé dans le coma? Donc, je verse. Sinon, et vraiment, c'était, je peux, dans la journée, au lieu de trois fois par jour, je peux prendre ça peut-être une seule fois par jour. Des fois même, je dis, bon, donnez-moi une sucrerie, je vais boire avec, parce que moi, je ne peux pas boire ça à 5. C'est mieux. En fait, quand je sortais de l'hôpital, j'avais une notion, on m'a dit, j'ai entendu dialyse, j'ai entendu transfusion. Donc, je sors, je dis, comment? Dialyse à sec. Elle dit, tu as une insuffisance rénale aiguë. Et comme tu as une insuffisance rénale aiguë, voici ton traitement. Voilà ce qu'on nous a prescrit pour le moment pour toi. Je dis, non, insuffisance rénale, ça, je n'ai pas entendu qu'il y a quelqu'un dans ma famille qui a ça. Ça, là, c'est sorcellerie. J'ai commencé à aller dans les églises. Et puis, j'avais tellement confiance dans mon histoire d'église que j'ai commencé à négliger les médicaments. Même quand on croit en Dieu, on doit quand même se soumettre, on va dire, à la médecine. Hein. Quand on a un traitement, il faut aller jusqu'au bout, peut-être dans la foi de ce qu'on va guérir. Voilà. Mais voilà, il ne faut pas du tout abandonner. Je pense que Dieu aussi peut inspirer les médecins, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Soigner bien sûr, bien sûr. Il faut dire que de nature, je suis quelqu'un qui bouge beaucoup. Et quand je me suis rendu compte, les premiers mois qu'on me soulevait pour aller aux toilettes, on me soulève pour aller m'asseoir au salon pour manger, j'ai dit non, Seigneur, si c'est à cause de ça, tu m'as envoyé, il faut me ramener. Oh là là, oh là là. Parce que moi, je ne peux pas être là. Franchement, j'avais une sonde urinaire, je dis non, ça là. Quand je vais pisser, il dit, il faut enlever ça là, je vais pisser. D'accord, on revient rapidement, vu qu'on est tenu par le temps, on revient rapidement donc sur la seconde fois où vous êtes tombé dans le coma. C'est combien de temps après? Je suis tombé dans le coma le 20 août. Le 20 août, c'est-à-dire moins de 2 mois après. Et certainement, c'était lié au manque de traitement. Oui. Elle ne prenait pas les médicaments. Je ne prenais pas les médicaments. Donc c'était les conséquences, d'accord. Donc c'était quand même grave. Et après ça, on va dire, vous faites combien de temps cette fois-ci dans le coma? Je fais une semaine. Une semaine dans le coma. C'est-à-dire le 26. J'en sors le 26. Et à ce niveau, quelle est donc la réaction, on va dire, de votre entourage? Non, les gens de votre famille d'abord? Quelqu'un qui tombe 2 fois dans le coma, moi franchement, je me dis... La deuxième fois, on n'en a pas parlé. La deuxième fois, ma maman a décidé de ne pas en parler parce qu'elle voulait voir un peu plus clair. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? On vient de sortir de l'hôpital. Pourquoi ma fille est tombée? Donc, on n'en a pas parlé. On a géré en interne, comme on dit. D'accord. Et puis, je suis sortie du coma. C'est là, maintenant, elle a commencé à dire, ah, vraiment, votre fille, là, elle est têtue. Venez lui donner des conseils parce que, voilà. Et qu'est-ce qui vous a exactement aidé à vous relever, à sortir donc de cet état et à être la femme normale qu'on voit aujourd'hui sur ce plateau? Mes enfants. Vos enfants. Vos enfants vous ont donné la force de vous relever. Parce que quand mon fils, qui avait 16 ans à l'époque, me soulève pour m'envoyer aux toilettes, je dis que ce n'est pas normal. Je finis de faire mes besoins et puis je l'appelle. Je dis, je veux sortir. Et quand il finit de me déposer souvent, il s'oublie. Donc je pouvais crier. Et puis il va venir pour me sortir de là. Je dis, mais ça, c'est pas moi. C'est moi qui dois soulever mon fils, c'est pas lui qui doit me soulever. C'est vrai qu'on ne voit pas, on va dire, de séquelles apparentes, mais il y a certainement des séquelles. Bon, la seule séquelle, peut-être, j'ai une oreille qui n'est plus trop ça. Mais vous n'entendez pas très bien. Voilà. Mais ça va un peu quand même, parce que vous m'entendez là. Non, c'est l'oreille de ma... Mais c'est pas... Et le côté
côté spirituel, vous certainement, c'est que spirituellement, vous êtes posé, comme on le dit dans notre jargon, parce que des semaines dans le coma, c'est gène sec. Donc ça, là, Dieu même spirituellement, vous êtes posé actuellement. Est-ce que vous ne prophétisez pas parfois pour avoir côtoyé un peu la mort? Non, je ne prophétise pas. Au contraire, je veux comprendre ce qui m'est arrivé. Pourquoi j'ai fait le coma? Pourquoi j'en suis sortie? Et parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec ce coma, je me suis rendue plus responsable. Avant, je me disais, je n'étais pas responsable de moi-même. Je vivais au jour le jour, je vivais comme je voulais, je faisais vraiment. Il suffisait que quelqu'un me dise bonjour, je dis tu as quel projet pour moi? Et quand je dis, et j'enregistre, c'est très intéressant ce que vous dites, mais nous sommes obligés de vous dire au revoir. J'enregistre aussi que vous avez de temps en temps des pertes de mémoire. Et lorsqu'on préparait cette émission, vous me l'avez dit, j'ai des absences par moment, mais ça ne dure qu'une heure. Je dis, est-ce que ça n'influence pas votre travail? Vous dites non, je fais l'effort pour que ça n'influence pas négativement. En fait, j'ai des bons collaborateurs. Vous avez de très bons collaborateurs. Et c'est très bien. Quand ils me voient bloqué, ils savent que... C'est pareil ici, j'ai de très bons collaborateurs, Jessica, Nadiani, tout le monde. On a une formidable équipe et c'est ce qu'on veut pour la Côte d'Ivoire, qu'on puisse être unis, qu'on puisse se soutenir les uns et les autres. Chaque fois que quelqu'un a besoin de vous, vous êtes là. Merci encore d'être venu parce qu'on a eu besoin de vous, vous avez été là, vous nous avez édifiés à travers ces témoignages. On vous dit au revoir, madame. Merci. Et on vous accompagne avec la pub. Avec quoi? Celle 17, c'est vraiment chouette. Celle 17, ça pique pas la tête. Celle 17, l'odeur est parfaite. Celle 17, je suis satisfaite. Celle 17, celle 17. Celle 17, les enfants l'adorent, maman est d'accord. Je suis imprimeur. Il m'arrive de passer des journées entières sans repos et même des nuits blanches. Dernièrement, j'en étais malade et j'ai beaucoup dépensé dans les frais médicaux. Et un jour, dans un taxi, le chauffeur m'a informé du lancement de la CMU. J'ai appris qu'avec seulement 1000 francs par mois, je pourrais bien me soigner. Mes collaborateurs et moi, on se fait enrôler. Comme Anissé, faites-vous enrôler et bénéficiez enfin des soins auxquels vous avez droit. Buvez du lait chaque instant. Le lait Bonnet Rouge regorge de micronutriments essentiels. Alors, plus on en boit, plus on a de force. Buvez Bonnet Rouge à chaque instant, le vrai lait hollandais. Découvrez Bonnet Rouge dans son nouveau format de 500 grammes, toujours aussi frais et léger. Non, c'est quoi ton téléphone? Allô? Ce sera pas possible. Ok. Il est vraiment difficile de parler avec Mike. C'est quel gars ça? Ma chérie, toi tu es encore dans ça là? Tu peux te trouver un gars mieux que ça? Bonjour. Un paquet de préservatifs s'il vous plaît. Hein? Pas marcher préservatif maintenant. Attends, mais Lydie, t'as pour m'acheter des préservatifs? Honte de quoi même? De se protéger? Moi, ça jamais. C'est à cause de la honte que beaucoup de filles aujourd'hui sont infectées par le VIH ou sont enceintes sans le vouloir. Allons, taxi! Prends le contrôle de ta vie. Préservatif toujours. Où est-ce que je peux acheter les fournitures scolaires pour mes enfants? À la librairie de France. À la librairie de France? Oui. Est-ce que vous avez des cahiers? Oui. Stylo? Oui. Trousse? Oui. Agenda? Oui. Sac à dos? Oui. Calculatrice? Oui. Ordinateur? Oui. Et des tablettes aussi. Y a-t-il vraiment tout ça? Oui. Plus de 150 000 produits sont disponibles. Ce n'est pas trop cher? Non. Mais où? Près de chez vous. 9 points de vente en Côte d'Ivoire. Vous pouvez aussi acheter sur librairiedefrance.net. La livraison est gratuite. La librairie de France. La rentrée positive. Et oui, avec la même bonne humeur, nous sommes donc de retour sur le plateau de ce midi
Avant donc d'aborder les différentes chroniques de cette émission, permettez-moi de faire lecture de deux communiqués. Le premier, la grande finale du jeu concours d'interprétation de chant Star Live a lieu ce vendredi 25 septembre à 21h en direct du Palais de la Culture à la salle Kojo et Bouclé. 4 candidats en compétition, Star 1, Reine Esther, Star 2, Arnaud, Star 3, voilà. Médard, voilà, on y arrive. Star 4, Juliana. Venez massivement soutenir votre candidat préféré le vendredi 25 septembre à partir de 21h au Palais de la Culture de Trècheville. Ticket en vente à la Maison de la Télévision à Cocody au prix de 5 000 francs. C'est cadeau. Vous retrouverez donc Marcelin Govoy et Sarah Touré. Deuxième communiqué, la finale du concours de danse urbaine initié par RTI2 Baby Dance Battle, c'est ce mercredi, c'est-à-dire aujourd'hui même, à partir de 15h à l'Institut français du Plateau. Artistes invités, TNT, Yabongo Lova et Serge Beno. Eva Amani et Ivema vous attendent pour célébrer la danse. L'entrée est gratuite, c'est bon à savoir. Merci beaucoup. Et si le temps nous le permet, nous reviendrons sur ces communiqués. Mais pour l'heure, permettez-moi, mesdames et messieurs, de retrouver notre Nadiani Diarra, Miss Savoir-Vivre. Eh bien, c'est la rentrée scolaire. Les bases, donc, de la rentrée, les bases de l'école, c'est le respect, 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 respect. Savoir-Vivre, on te retrouve tout de suite, Nadiani. Qu'est-ce qui se passe? C'est le jingle. Toi, mais ton propre jingle là, tu fais rire. Non, en fait, Hélène, tu aimes. Oui, c'est pas mal, et le nouveau générique. Oui, comme ça. C'est comme tu étais en train de garder. Ah oui, non, maintenant je viens avec la règle. Je viens avec la règle. Voilà, c'est le nouvel instrument de travail. Comme ça, quand vous ne respectez pas les règles, je sévis. Et le jour où tu oublies ta règle à la maison? Non, elle ne sera pas oubliée. Donc, comme tu le disais tout à l'heure, alors, quand on va à l'école, il y a des règles de base. Il ne faut pas manger de chewing-gum, il faut être à l'heure, il ne faut pas parler fort en classe. En général, même ces règles-là tendent à ne plus être respectées dans les établissements. Et une des bases, pour ne pas dire la base, dans toute société, c'est le respect. Il faut se respecter. L'école, quand on est au primaire, le collège, le lycée, même après l'université ou quand on va au travail, finalement, si vous remarquez, on passe plus de temps avec nos collègues, nos camarades de classe, qu'avec notre propre famille. Tout à fait. Et ce, pendant des dizaines et des dizaines d'années. Pour celui qui est assidu au cours. Celui qui n'est pas assidu. Oui, ça c'est vrai, il faut être assidu au cours. Donc, il est évident que quand on est nombreux, parce que c'est une sorte de communauté en fait, c'est une micro-société, qui ne dit pas son nom. Donc, si plus de gens respectent les règles, mieux c'est et mieux c'est agréable à vivre pour tout le monde. Donc, petit 1, pour commencer, à la ligne, sauter une ligne. Jessica note. Donc, déjà, il y a le volet respect entre élèves et professeurs. Petit 2, la relation entre élèves et élèves. Tout à fait. Donc, les professeurs, vous savez, c'est pas facile d'être un enseignant. Tu dois innover, varier, inculquer des valeurs de manière dynamique parce qu'on s'ennuie vite, les élèves. Très vite. Tous les jours, essayer d'avoir de nouvelles idées. Ne pas ennuyer les élèves. Non, absolument pas. Tu étais assidu, toi, au cours? Oui. Tu t'es assis où Devant. Devant, ok. Premier banc. Qu'est-ce qu'il prouve? Tu peux pas avoir ton relevé d'absence? Donc, le prof qui doit être innovant, communicatif et essayer de faire tout cela pour vous, un minimum de respect pour cette personne-là serait vraiment bien. C'est vrai qu'il y a des élèves, pour être cool, pour être swag, de nos jours, on veut faire comme tout le monde, comme la masse, ou comme certains élèves qui ne donnent pas forcément le bon exemple. Vous savez, restez vous-même. Ne suivez pas les autres parce que non, tel ou tel est populaire, tel ou tel s'habille bien ou ne se comporte pas bien en classe, donc du coup devient la personne de qui on parle dans l'école et tout. On vient en détail, comme on dit, chacun ses réalités, donc restez vous-même et faites ce que vous avez à faire à l'école, faites ce pourquoi vos parents vous envoient à l'école. Comme on dit, le cri est collectif, mais le destin est individuel. Tout à fait. Merci beaucoup. C'est beau, c'est beau. Et donc, pour terminer sur ce petit 1,
un de mes profs, en fait, qui me disait ça en classe, pour nous dire qu'on allait pleurer en fin d'année. Big up Je sais au plus prof. lequel. Donc, pour finir sur ce petit 1, mais si vous avez, il y en a qui vont me dire, oui, mais si le prof n'est pas correct, si vous avez un problème en particulier avec un professeur, parlez-en à vos parents ou à l'administration de l'école. Et pour terminer, petit 2, naturellement, vos petits camarades de classe, vos amis, respectez-vous entre vous. Parce que combien de fois on n'entend pas ah, je ne suis plus motivée en classe parce que telle ou telle personne me parle mal dans la cour, ou me harcèle, ou a pris mon goûter, ou ne me respecte pas. Il y a des élèves qui se démotivent comme ceux-là, qui ne prennent plus la parole en classe et qui sont complètement effacés. Donc, respectez-vous entre vous, c'est très très important. C'est très important, retenez cela. Et j'aimerais bien rajouter quelque chose, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est bon de se respecter entre camarades de classe, de respecter le professeur, mais il faut aussi respecter l'environnement dans lequel on se trouve. C'est-à-dire la cour de l'école déjà. Lorsque vous arrivez, lorsque vous arrivez, il faut respecter la cour, il ne faut pas jeter les papiers n'importe comment. Il faut se respecter soi-même, il faut respecter les fournitures scolaires que les parents achètent. Parce que ça coûte cher. Il ne faut pas les vendre les livres. Il y a des gens qui achètent les livres, on vend les livres. Philo, je suis sûre que tu as fait ça. Tu as fait ça. Oui, à l'époque, on n'était pas trop là. Donc maintenant, il ne faut pas les vendre les livres. Tu t'y connais un peu sur le sujet, hein, c'est suspect tout ça. Comment? Tu t'y connais un peu sur le sujet de la vente des livres. D'accord. Merci beaucoup, Nadia Diarra. Eh bien, voilà, ce sont des conseils pratiques et très, très utiles pour évoluer. Voilà, c'est tout cet ensemble qui nous permet d'avoir de très bons résultats scolaires. On n'est jamais premier par hasard. Eh bien, celui qui va venir, ce n'est pas un élève. Lui, c'est un grand élève parce qu'il est devenu étudiant. C'est notre invité surprise. Son nom, c'est Konaté Charles. Il est âgé de 26 ans, mesdames et messieurs. Nous allons le recevoir avec des ovations bien fournies. Konaté Charles. Voilà. Bonjour. C'est comme ça que vous parlez? Moi aussi, je vais parler tout bas. Alors, on est heureux de vous recevoir sur ce plateau. Et ce que vous allez nous présenter, ça s'appelle l'origami. Eh bien, c'est un art, c'est donc l'art de plier le papier. Oui, c'est ça. D'accord. Alors, expliquez-nous, comment est-ce que c'est venu? Où est-ce que vous avez appris cela? Bien, comme vous l'avez constaté, c'est bien des objets faits avec du papier. Et on appelle ça l'origami. Uniquement du papier, tout ce que nous voyons là. Uniquement du papier. Je sais que ce n'est pas vos fournitures, vous prenez pour fabriquer ça aussi. Ah, Nadiani, à ce moment, qu'est-ce que tu as à dire? Non, respectez les fournitures. Oui, je vous écoute. Comme je le disais, voilà, vous avez des objets faits avec du papier, uniquement que du papier à titre décoratif. Effectivement, on peut le décorer, on peut le déposer partout, dans la maison, à l'école, comme il y a déjà notre maîtresse, notre maîtresse déjà sur le plateau. Elle va déposer sur son bureau, à l'école, dans la cuisine, sur la table à manger. Et même sur le bureau de Caroline, comme vous l'avez vu, c'est bien, ça décolle, ça va à fontaine aussi, tout ça. Ah d'accord. Mais je veux savoir, la question que j'ai posée, à quel moment c'est venu et comment c'est arrivé? Vous avez commencé comme ça ou vous avez dormi? Parce que je connais ce genre d'histoire aussi. Vous dormez, vous rêvez à quelque chose et vous le matérialisez à votre réveil, non? C'est pas comme ça? Non, ça n'a pas été comme ça. C'est quoi votre histoire? Ça a été d'abord vraiment magnifique parce que je devais faire un cadeau à ma mère lors de la fête des mères et je ne savais pas quoi lui offrir. Vous n'aviez pas d'argent, c'est ça? Voilà, je n'avais pas d'argent pour lui offrir un truc bon. C'est pas un crime, Je me suis assis et j'ai réfléchi longtemps pour essayer de trouver une solution pour satisfaire ma maman pendant la fête des mères. Moi, je trouve ça vraiment... Et les résultats? Les résultats, ça a donné ça. Elle était contente? Très heureuse. Elle était tellement contente qu'elle m'a serré dans ses bras. C'était vraiment émouvant. Je ne savais pas qu'avec du papier, je pouvais satisfaire ma maman. Alors j'étais content et je suis resté à m'accrocher avec. J'ai nourri les idées. J'ai développé encore d'autres trucs comme vous le voyez aujourd'hui, la lampe, le perroquet, et le flamant rose et l'ous. Pour ceux qui sont amoureux du flamant rose, bon, ça va pas aller. Philo. C'est quel type de papier? Parce qu'il y a le problème, c'est les trucs de dossier. Où on met le dossier là? Et ça va pas, vous avez trop déposé le dossier jusqu'à c'est le reste là, vous avez tout fabriqué. Non, pas du tout. C'est des papiers RAM.
Papy de couleur. De couleur. Rame. Moi, tout à l'heure, quand j'ai vu, j'étais vraiment bluffée parce que j'ai essayé, hein, vraiment, sincèrement, j'ai essayé de le faire. Ça fait un échec. Total. C'est pour ça que je n'ai pas présenté ça. Donc, je suis super contente de voir ça parce que l'origami, hein, de plus en plus, surtout les enfants utilisent. Comme on dit, ici, on fait du DIY. Et parfois, comme je le disais, c'est mieux de faire des cadeaux faits soi-même, qui ont beaucoup plus d'originalité. Jessica, il fallait y penser. Non, tu y as pensé, mais t'as pas pu. T'as pas pu. Moi, je voulais demander aussi, combien de temps ça vous prend pour, par exemple, faire une pièce de taille moyenne? 10 jours. Non, pas 10 jours. Okay. Autant pour moi. Une journée. Voilà, une journée et souvent 2 jours pour des dessins un peu plus difficiles et voire même 30 minutes. Moi, j'ai une question. Pour pouvoir arriver à faire des trucs comme ça, il faut combien de temps d'apprentissage? L'apprentissage, bon, moi j'ai mis 1 an pour arriver à maîtriser. Pouvoir, donc vous avez dessiné toutes les formes aujourd'hui. Oui, j'ai dessiné toutes les formes. Vous pouvez décider, Jessica? Ouais. C'est vrai? Ce serait bien. Mais Jessica est déjà là. Jessica est déjà là. Alors, Konaté, moi le perroquet, voici le perroquet, je suis le perroquet. Dites-moi, pourquoi vous m'avez fabriqué? Charlie? Je l'ai fabriqué, effectivement. Je l'ai fabriqué parce que j'ai tenu compte de votre habillement d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Konaté. En tout cas, on vous encourage. C'est un très bel art et on souhaite que vous puissiez former de nombreux enfants, de nombreuses personnes, telles Jessica Acheta. Et c'est sûr que vous irez très loin. Je vous imagine sur des chaînes de télévision étrangères pour parler donc de l'origami. Merci encore d'être passé sur ce plateau. On va le raccompagner avec des ovations bien fournies. Konaté Charles, merci beaucoup. Et ça va rester là. Alors, oui, Philo, tu voulais ajouter quelque chose? Non, j'avais dit que juste pour l'apprentissage des enfants et autres là, c'est EPP origami. À Yopougon, il y a des espaces. Ah d'accord. Origami, on peut. Merci, c'est une formidable idée, mais on aurait pu s'en passer. Merci beaucoup, Philo. Alors, c'est bon. Alors, pardon, ne me distrayez pas, c'est la rentrée des classes. Vous êtes à ce midi et là, on déconne, on s'amuse, mais on donne des informations très utiles. On va retrouver tout de suite Jessica Bomba pour rester donc dans le thème de la rentrée scolaire. Jess, c'est parti. Mais pourquoi tu as poussé, Nadiani? Je ne peux pas pousser, c'est elle qui m'a poussé. Ah d'accord. Donc on va rester dans le thème de la rentrée des classes. On nous disait, c'est 9 mois d'aventure. Vraiment, ces 9 mois-là, il faut vraiment s'y préparer. Et comme on disait, les parents... Oh, il est là. Il est peut-être parent d'élèves. Oui, c'est la rentrée de Jean-Michel. Voilà. Bonjour madame. Bonjour. Qu'est-ce qu'il est respectueux. Oui, bonjour. On y va, Jessica? Avec les compliments de ce midi, merci. Okay. Donc, les parents, au niveau des sentiments, ils sont un peu mélangés. C'est-à-dire qu'à la rentrée, ils ont un peu peur, quoi, parce que bon, il faut mettre quand même la main à la poche. Et ils sont contents parce qu'ils vont se débarrasser des enfants à plein temps. Bon, le soir, ils vont rentrer, ils vont les retrouver avec les mêmes problèmes, mais bon, ils sont contents. Ça reste un investissement qui coûte ce que ça coûte, mais qui est aussi très important. Donc, les enfants, s'il vous plaît, faisons l'effort, n'est-ce pas? Ma mère va bien rigoler, mais faisons l'effort de réussir cette année scolaire-là. Alors, on va vous donner ici quelques astuces qui marchent à tous les coups. Si vous respectez ça, à la fin de l'année, on se retrouve ici, on fait la fête. Voilà. Premier mot d'ordre, l'organisation. C'est le seul mot que vous devez garder en tête. L'organisation, organisation. Premier jour d'école, évidemment, il faut être swag, voilà, à l'école. C'est même ça le number one de la Bible. Mais pour être swag, ça demande du temps. Il faut repasser sa tenue, il faut faire des couettes, ça prend beaucoup de temps. Ce qu'on vous conseille, c'est de préparer vos vêtements la veille pour que le lendemain matin, vous puissiez avoir beaucoup plus de temps à vous préparer. Donc, le soir, on respecte les horaires de sommeil. Ce qui est important ici de souligner, c'est que pour chaque âge, un nombre exact d'heures de sommeil à respecter, donc du plus petit au plus grand. Donc si vous avez un enfant qui a 6 ans, un enfant qui a 4 ans, un enfant qui a 18 ans, ce n'est pas les mêmes horaires de sommeil et c'est très important de les respecter pour que le lendemain, l'enfant soit au taquet. Donc le matin, quand vous vous réveillez, que vos vêtements sont déjà prêts, vous êtes sapés, parfumés, propres sur vous-même, prenez le temps de grignoter un petit truc quand même. C'est très important. Pourquoi? Parce que ventre affamé n'a point d'oreille. Philo, je suis convaincue et j'ai foi. Et puis j'ai foi que... tout ça, c'est quand tu ne prends pas bus. Oh, ça. Tu te reparfumes, mon pote, ça fait rien. Non, mais c'est très important de se mettre quelque chose sous la dent, n'importe quoi, même un petit jus.
une galette, un baka, coco baka, c'est mal doux. Ça, vous pouvez dire. Pour aller, parce que ventre affamé n'a point d'oreille. Si vous avez faim, vous n'allez pas écouter tout ce qu'on vous raconte en classe. Quand vous arrivez en classe, premier jour de classe, pour ceux qui sont déjà rentrés, c'est pas grave, mais visez les premiers bancs parce que c'est la place des winners. N'oubliez pas, oui, devant. Devant. Parce qu'en fait, il y a deux catégories d'élèves. Vous avez ces élèves-là qui, en cours, suivent les cours et n'ont plus vraiment besoin de réviser vraiment d'arrache-pied comme Jean-Michel. Et donc, ils vont vous perturber pendant les cours. Vous avez fait la même classe? On a fait la même classe. Mais il me fait ça ici tous les jours. Et puis, vous avez ceux, comme moi, qui sont obligés de suivre en classe, d'arriver à la maison, de réviser encore et de faire des exercices. Donc, ça vraiment, il faut vraiment faire attention. Retrouvez-vous au premier banc. Les amis, on a la récréation et la fin des cours pour pouvoir discuter avec. Ensuite, une fois qu'on rentre à la maison, on révise ses cours avant de faire des exercices. C'est très important. Voilà, on le fait. S'il vous plaît, n'anticipez pas sur les leçons prochaines. Même pas sûr d'avoir déjà assimilé la leçon du jour. Ne vous fatiguez pas à apprendre. Laissez le temps au professeur de vous apprendre ce qu'il doit vous apprendre en temps. Même si vous êtes un enfant précoce. Mais parce que, enfin, moi, dans mon cas, en tout cas, quand je rentrais de l'école, quand j'étais petite, je l'avoue, je confesse, j'aimais regarder des dessins animés avant de commencer à travailler. Non, quand tu rentres le soir à 17h30, vous avez quand même 9 mois. Avant. Pendant 9 mois, dès qu'on ne vous demande pas d'étudier pendant 9 mois, vous avez les congés pour ça. Il est important aussi de mettre dans votre emploi du temps des hobbies pour pouvoir vous distraire. Ce que je vous conseille, c'est de limiter, mais vraiment limiter tous les hobbies qui sont en rapport avec les écrans. Donc on sait qu'on est tous touch screen addict. Mais on va vraiment limiter Jessica, ça. il ne va pas falloir tout donner aujourd'hui. Non, mais attendez. Ne cachez pas vos notes, s'il vous plaît. Ne cachez pas vos notes. Merci, Jess. Jessica, si tu me permets, on peut revenir là-dessus. Oui, on reviendra. Et tu pourras encore compléter les informations parce que c'est très important ce que tu es en train de dire. Tout de suite, on va retrouver Aya Lebel. C'est la nouvelle recrue. Vous la connaissez, vous l'adorez certainement. Eh bien, on la regarde en vidéo pour ses conseils de beauté. Bonjour Caroline, bonjour plateau de ce midi, bonjour chers téléspectateurs. Pour cette chronique spéciale beauté, j'ai trouvé intéressant et judicieux de commencer par le commencement. Qu'est-ce que la beauté pour vous? Qu'est-ce que la beauté pour nous en tant qu'individus? Quels sont nos critères physiques, intellectuels, spirituels? J'ai trouvé judicieux d'aller poser cette question à quelques passants dans la rue et de recueillir leurs témoignages. La question étant, qu'est-ce que la beauté pour vous chez une femme? Quand on voit une femme, de prime abord, son physique, comme on appelle le charme qu'elle dégage, ça peut être ses yeux, sa bouche, la tonalité, sa voix. Pour moi, la beauté chez la femme, c'est d'abord une femme qui sait se tenir vis-à-vis de moi d'abord et de mes parents, qui respecte, qui travaille, qui sait que pour réussir dans la vie, c'est le travail. Pour moi, j'ai défini une femme comme ça. Pas sa beauté, que ça ne m'intéresse pas, mais seulement ce qui vient de son cœur. Quand je prends une femme, je me mets chez moi, à la maison, et que le respect est bon, hein? Mes parents viennent, mes collègues viennent, et que le respect est propre, c'est la beauté. La beauté, on ne mange pas. Il peut y avoir une femme vilaine, mais si je rappelle les parents comme je veux, et moi-même, et tout mon entourage, c'est une belle femme. Alors que dire après ces témoignages? Je pense qu'ils parlent d'eux-mêmes. Les critères de beauté sont individuels à tous. Nous avons tous, pour nous, une femme, un idéal féminin, ou pour nous les femmes, un idéal masculin. Il y a une très belle phrase de Victor Hugo que j'affectionne, qui dit « Aucune grâce extérieure n'est complète si la beauté intérieure ne la vivifie ». La beauté de l'âme se répand comme une lumière mystérieuse sur la beauté du corps. En d'autres termes, ce qui veut dire la beauté se trouve dans l'œil de la personne qui vous regarde. Je pense que pour moi, il est essentiel qu'une femme ait d'abord confiance en elle. C'est ce qu'elle va exprimer à l'intérieur, ce qu'elle va ressentir à l'intérieur d'elle, qui va se voir à l'extérieur. C'est bien beau de bien se maquiller, c'est bien beau de bien s'habiller, c'est bien beau de bien se coiffer. Mais si vous avez une personnalité qui est mince, si quand vous ouvrez la bouche, on ne comprend pas bien ce que vous dites ou que vous n'arrivez pas à vous exprimer, que vous êtes toute timide, ou si vous êtes une femme méchante dans la rue, vous avez beau être la plus belle des femmes du monde, personne ne vous trouvera belle. Donc ce que je peux vous dire, mesdames, c'est qu'il ne faut pas avoir peur. Si c'est la beauté que vous pensez aujourd'hui qui va vous faire trouver un homme, ce n'est pas le cas. Il faut savoir que chaque marmite a son couvercle, comme diraient certaines personnes qui travaillent avec nous. Vous allez trouver un homme vous trouvera belle, un homme vous trouvera intelligente, intéressante, magnifique.
Ce que moi, j'aimerais, mesdames, c'est que vous vous portiez tout d'abord, que vous ayez confiance en vous, que quand vous sortiez dans la rue, vous ayez la tête haute. Moi, humble servante que je serai, ce sera de vous apporter quelques conseils de beauté pour embellir ce que vous avez. Il faut savoir que la beauté, on est toutes belles, on est toutes magnifiques. On a quelques petits défauts, quelques petits atouts. Mon travail sera de vous apprendre à mettre en valeur vos atouts, à essayer de camoufler un tout petit peu vos défauts. Et puis, les filles, on est au 21e siècle. Aujourd'hui, là, on a tout pour se faire magnifique, on a tout pour se faire belle. Donc, vivez, soyez heureuses et vous inquiétez pas, j'aurai plein de conseils et plein d'astuces. Voilà, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, j'espère que je vous ai donné un petit peu confiance en vous et je rends l'antenne à la magnifique Caroline Da Silva. Merci, Aya. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui se passe dans ce studio? Ben, je vois. Il est sapé, hein. Ramatoulaye. Qu'est-ce qui se passe, Ramatoulaye? C'est la Tabaski. Elle a fêté l'anniversaire, elle m'a pas invité. Pourquoi? Ramatoulaye est fâché. Pardonnez, venez. Venez, vas-y. Venez, on l'a dit ça aujourd'hui. Donc, foutaise. C'est midi, il vient et vous ne m'invitez pas. Mais Ramatoulaye, ton numéro ne passait pas, on t'a appelé. Mon numéro passait, ça passait là. Mon numéro passe. Ça passait là. Il a conjugué au futur de l'indicatif de... Ramatoulaye, artiste humoriste ivoirien. Merci en tout cas d'être là. Merci beaucoup. Tu nous as énormément manqué aussi, tu le sais. Hein. Et je trouve que tu es très bien habillée. C'est dû à quoi? C'est les effets secondaires de ton concert, de ton spectacle que tu as eu à Yopougon. C'est pas... Merci beaucoup à tous ceux qui sont venus à mon événement le 19 septembre. Laisse-moi boubou s'il te plaît. Je n'en ai pas. Donne à celui qui n'en a pas. Je veux dire merci beaucoup à tous ceux qui sont venus à mon événement le 19 septembre. Il y avait au maximum 3000 personnes à Yopougon, Toit Rouge, NPA Live. Vraiment, ici venait mon ami TV 45 et Makepoula pour dire merci à la nation. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et passe nous voir comme ça de temps en temps. Allez, ma boubou. Merci, beaucoup, Ramatoulaye. Musique. Au revoir, on applaudit très fort. Merci pour cette incursion dans cette émission. Et voilà que Philo a eu un nouveau boubou. Demain, c'est la fête de Tabaski. Tout de suite, retrouvons Jean-Michel pour l'info média. L'événement média de la semaine, c'était la fin de la diffusion de Saloni sur RTI2, la série indienne jugée trop longue par plusieurs téléspectateurs. Au total, 30 mois à l'antenne, aura tout de même été un vrai carton d'audience et surtout un succès commercial pour la deuxième chaîne ivoirienne. Car en effet, acheté à 150 millions de francs CFA, Saloni a permis à RTI2 de réaliser près de 400 millions de francs CFA de recettes publicitaires. Alors rassurez-vous. Justement, parlant de Saloni, je ne sais pas si vous avez vu la caricature qui est passée sur le net. Sur le net où on a vu Saloni et on l'a vu en communication avec le chef de l'État. Donc Saloni était toute triste et on lui demande mais Saloni qu'est-ce que tu as dit? C'est ado, il dit de quitter RTI2. J'étais morte de rire. En tout cas, rassurez-vous, le successeur de Saloni, le destin de Zoya, également d'origine indienne, devrait durer seulement 14 mois sur les antennes de RTI. Seulement 14 mois. Allez, branchons-nous quelques minutes sur 92.0 FM pour apprendre que Fréquence 2, Fréquence Jeune, fait sa rentrée le 5 octobre 2015 à partir de 6 h avec la matinale d'Isaac Dosso. Qui reviendra avec 2 nouvelles recrues. C'est la matinale la plus suivie de Côte d'Ivoire, vu que la radio couvre 96% du territoire national, contrairement à ses concurrents sur Abidjan. Alors, d'après une étude sérieuse commandée en 2014, les radios les plus suivies en Côte d'Ivoire sont numéro 1, RFI, numéro 2, la radio musulmane Al Bayan, numéro 3, Nostalgie, 4, Radio Jam et 5, Fréquence 2, qui, auparavant, était numéro 8, la 8e. Donc, la radio a gagné 3 points spectaculaires pour lesquels il faut saluer le directeur, Didier Bléou, et toute son équipe, en tout cas. Très fort.
Et pour finir, une petite et belle recommandation cinéma, c'est le film du réalisateur ivoirien Ange Bayo, Masterclash, qui nous propose l'histoire de jeunes artistes en herbe en quête de succès, avec toutes les réalités que cela comprend. Pendant 1h45, on est tenu en haleine par le jeu de 45 acteurs et figurants qui nous envoient des messages sur le broutage, les microbes, les dangers de la drogue et la mauvaise gestion du succès. À voir jusqu'au 27 de ce mois, tous les soirs, 18h, au cinéma Secossé. Voici tout de suite le trailer. Ou le trailer. La star la plus aimée du pays. Je ne me contenterai pas de miettes dans cette conne de vie. Tu sacrifies la ton père. Je te l'interdis. Merci beaucoup. Merci Jean-Michel. Alors, il ne faut pas oublier, il y a un événement ce soir, donc la Battle Dance avec Eva Amani, Babi Battle Dance, Eva Amani et bien sûr Yves Aymar. Mais l'événement qui doit retenir toute l'attention, il faut absolument être au Palais de la Culture le vendredi à partir de 21h. Vous retrouverez Marcelin et ça sera une soirée féerique. Franchement, il ne faut pas se le faire compter. Moi, j'y serai avec certainement toute l'équipe de ces midis. On va s'amuser, on va s'éclater. Ça sera quelque chose de formidable. C'est la finale. Faites comme ceux qui ont déjà commencé parce que les tickets sont très limités pour des questions de sécurité. Les questions sont limitées. Donc, il faut faire mouvement vers la RTI pour récupérer vos tickets. C'est à 5 000 francs seulement, c'est cadeau et il y a des artistes invités, ça sera formidable. Sur ce, mesdames et messieurs, l'émission est terminée. Merci à cette Dream Team de ce jour. Merci d'avoir mis du bonheur dans le cœur des Ivoiriens et de toutes les personnes à travers le monde entier qui regardent cette émission. Merci surtout à vous, public. Je vous aime. Je vous aime. Et aussi à vous, chers téléspectateurs, on vous remercie de nous avoir suivis. L'émission est terminée. Demain, 12h pour un autre numéro. Bye bye.